Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, Hamid Benmaï, comment tu vas? Je vais très bien. Cool. Je me présente et je présente mon acolyte pour ceux qui écoutent et qui ne nous connaissent pas encore sur le podcast. Bah, moi, c'est Noé, Hamid, on se connaît déjà un peu. Et je suis accompagné de Mathis, on est tous les deux du crew Nextape, qui est aussi une association. Et on est trop content de te recevoir là pour le podcast. On va avoir une petite heure pour aborder tout un tas de sujets. On verra le fil que prend la discussion. Et pour commencer, je me dis que peut-être tu peux te présenter. Merci, je suis ravi là. Je m'appelle Hamid Benmaï, je suis danseur chorégraphe. Je suis installé à Bordeaux, j'ai 47 ans et je danse depuis des années 83-84. Ouais, j'ai commencé par faire de la gymnastique étant tout petit et puis après j'ai découvert l'émission de Sydney à la télé et je me suis mis à danser et puis par la suite à monter un groupe de rap, à faire des chorégraphies pour les groupes de rap locaux à Bordeaux. Et puis après, j'ai eu la chance de faire partie de comédie musicale à Paris, les Teenagers. Donc j'ai eu une aventure sur scène et j'ai commencé à voyager, à faire quelques tournées, j'avais 15-16 ans. Et donc après, j'ai jamais arrêté la scène et je me suis dit qu'un jour, il fallait, pour en faire mon métier, il fallait que je fasse des écoles. Donc je suis parti enfin d'abord, je suis rentré au Conservatoire de Bordeaux, ce qui n'était pas simple. En jazz, j'ai fait du jazz, modern jazz. Et puis après, j'ai obtenu une bourse du ministère de la Culture pour aller faire une année d'études en danse classique, intensive. Donc, je suis parti chez Rosella Hightower pendant une année à Cannes, c'était une grande aventure. Et puis par la suite, je suis parti à New York, chez Elvin Alley, là où j'ai étudié des techniques américaines, Horton, Graham, Limon, et voilà le répertoire d'Elvin Alley. Donc c'était une grande aventure être à New York, rencontrer les pionniers de la danse hip-hop, rencontrer les Rocksteady Crew, les Incredible Breakers, les New York City Breakers. Donc c'était super pour moi. Quand je suis revenu, ça m'a donné de la confiance. Et donc après, j'ai pu par la suite transmettre et montrer ma compagnie en 2000, compagnie hors série que j'ai créée en 2000. Donc là, ça fait 21 ans, puis avec laquelle j'ai monté 15 pièces chorégraphiques, des solos, des quatuors, des pièces de groupe. Pas d'énormes pièces de groupe, mais en tout cas, toujours 5-6 danseurs. Et voilà, pour la présentation. Ok. Tu viens de nous dire que à ton retour de New York, tu t'avais transmis, t'as donné des cours de danse ou c'est dans le cadre de ta compagnie que tu pouvais retransmettre ce que tu avais appris? Eh ben, en fait, j'ai eu la chance d'organiser des parades chorégraphiques. Euh, et J'avais rencontré un chorégraphe qui est décédé là, d'ailleurs cette semaine, Jean-François Durour, un chorégraphe parisien qui avait travaillé avec des danseurs hip-hop, qui avait fait la pièce La Nuit Partagée avec Franck Delouise et d'autres. Et donc lui, il nous avait initié à comment on crée une parade chorégraphique. Et donc, après New York 98-99, on a fait la première parade hip-hop à Bordeaux pour le carnaval des Deux Rives, avec une centaine de danseurs qui étaient en devenir. Et donc ça a été une super aventure et quelque part pour nous dans notre ville, ça a relancé le mouvement hip-hop, ou en tout cas ça a fait naître quelque chose de très fort. Et par la suite, il y a eu plein de groupes de danse, de breakers, de danseurs quoi, qui ont émergé grâce à ce projet. Et puis nous, on avait déjà monté une compagnie qui s'appelait Révolution avec Anthony Egea et trois filles, Émilie, Isabelle et Sabine Samba. Et donc voilà, on avait déjà commencé à faire des petites pièces et à jouer à la Villette parce qu'à cette époque-là, c'était les rencontres de la Villette. Le grand rendez-vous, chaque année, on allait présenter une pièce chorégraphique et pendant 6 ou 7 ans, jusqu'à que les rencontres disparaissent, on a présenté des pièces, quoi. C'était vraiment le début parce qu'au début des années 90, on n'avait pas accès à la scène. Et donc en 94, 95, quand il y a eu le projet Sobedo à Paris avec les Lyonnais, les Parisiens, ils ont fait de la scène avec Black Number, il y avait Acrorap qui tournait, il n'y avait pas beaucoup de compagnies. Et nous, à ce moment-là, on est rentré aussi, on a pris le train en marche, on a montré notre compagnie, on a fait plusieurs scènes, puisqu'on n'avait pas accès, comment dire, il fallait créer notre propre répertoire. Et les scènes, c'était tout nouveau. Les théâtres s'ouvraient à la culture hip-hop parce qu'il y avait eu une parole qui avait été dite par le président de la République, c'était Chirac à l'époque, qui avait dit qu'il fallait que les lieux culturels s'ouvrent à la culture urbaine. C'est ce qu'il avait dit. Donc tout de suite, il y a eu des festivals de danse hip-hop. Et voilà, on a fait partie de cette grande aventure
Il y a eu le film Faire kiffer les anges avec Jean-Pierre Thorne. Ouais, Voilà. bien sûr. Donc ça a marqué du monde, les esprits. Nous, au tout début, on faisait de la hype. J'avais commencé à faire du break et on faisait de la hype, des danses debout. Mais quand on est reparti à la Villette, à Paris, c'était très break. Et donc par la suite, moi, je me suis spécialisé dans le break, même si j'avais fait des techniques de danse classique, contemporaine. C'était ce que j'avais envie de faire. C'est Donc ouf. le retour de New York, c'était transmission et en même temps essayer de développer notre compagnie. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu as été dans tellement d'endroits différents. On peut quand même dire que Bordeaux, c'est un peu ta ville de cœur où tu as développé le plus de choses. Moi, personnellement, je suis arrivé à Bordeaux il y a quoi? Il y a 3 ans, et du coup, j'ai vu où en était l'état de la culture hip-hop à Bordeaux. Tu peux nous dresser un petit paysage, toi, de d'où en est le hip-hop dans cette ville, actuellement, et Mais de oui. comment c'est né? Mais en fait, Bordeaux, moi je suis né, j'ai grandi à Bordeaux, donc j'ai jamais quitté la ville, mais en voyageant et en revenant, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de danseurs. C'était plutôt voilà, une ville où c'était plutôt moderne jazz, un peu de soul, des gens qui se mettaient à chanter, à rapper avec le, le, le groupe Tribal Jam qui a connu un succès avec la reprise de Oumak and Oumak. Donc on a commencé à danser pour eux. Et puis il y avait un petit mouvement avec une association qui s'appelait la New Style Family. Et à partir de là, il y a eu un mouvement de danseurs qui est né entre guillemets parce que c'était vraiment l'époque du rap avec Rap Attitude, l'album 89, 90, 91, voilà. Donc on était vraiment dans le rap et puis par la suite les danseurs se sont dissociés des rappeurs. On a voulu s'exprimer nous-mêmes, avoir notre propre cercle. Et donc à Bordeaux, ça a toujours été un petit noyau d'une vingtaine, une trentaine de danseurs. Et puis dans les années, fin des années 90-2000, l'explosion de la danse hip-hop en France, dans le monde, euh, voilà, il y a eu tellement de, de films avec le défi, par exemple en France avec l'époque de Benji, Ouais, bien sûr. des Botti 2000, 2001, les Vagabonds, Wanted, les Pokémon, ça a marqué l'histoire. Donc à Bordeaux, il y avait une centaine de danseurs, plein de groupes partout dans toutes les villes, et puis c'est retombé. 2010, 2015, plus grand chose. Des danseurs, au niveau du break, ça avait progressé, mais on n'avait pas de phaseurs ici. Quand je dis phaseurs, c'est-à-dire des danseurs qui font des grandes figures. Il n'y Ouais. avait pas ça, il n'y avait personne qui savait faire une vrille ici. On regardait à Lyon, tout le monde savait faire une vrille, enfin il y en avait beaucoup à Paris ou ailleurs qui faisaient des figures incroyables. À Bordeaux, c'était plutôt, euh, ouais, c'était un break qui était plus doux, plus posé, plus calme. Et là, il y a eu un noyau avec le temps parce qu'on a eu accès à une salle depuis 99. Après les parades, on a eu ce centre d'animation qui nous a ouvert les portes pendant 20 ans. Et ça nous a permis de voir des vagues de danseurs se former et puis partir, passer des auditions. Et aujourd'hui, en fait, la force de Bordeaux, c'est qu'il y a des centres de formation qui sont nés, notamment celui-là de Révolution. Euh, ils ont une cellule chorégraphique hip-hop, mais ils ont un centre de formation hip-hop. Il y a le centre de formation Adage aussi, là où ils ont aussi une cellule danse hip-hop. Et il y a aussi la compagnie Lulabi qui développe aussi une forme de danse contemporaine, mais qui mélange aussi la danse hip-hop. Donc il y a eu plein de centres de formation avec le CFEDEM aussi pour le diplôme d'État. Donc il y a plein de danseurs qui viennent à Bordeaux se former, passer leur diplôme, faire 1 année, 2 années, voire 3 années de danse. Donc ça crée une énergie. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient de l'étranger, mais aussi de différents coins de France et aussi de l'île de la Réunion. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient de Ouais. l'île de la Réunion, qui se sont posés à Bordeaux et qui ont contribué aussi à l'histoire à travers les battles. Il y a eu des événements. Et puis voilà, donc on a créé des événements avec hors série, mais aussi avec les associés crew, avec la compagnie de Boubacar Cissé, à Sansar, le quatrième art. Et puis voilà, il y a eu l'époque d'un groupe qui s'appelait Six Step avec Thomas Lafargue. C'était un des danseurs que j'avais dans une pièce. Et puis par la suite, il a monté son équipe. Et je crois si je dis pas de bêtises, en 2009 ou 2010, ils avaient été premier ou deuxième au BOTY, ils avaient fait l'international. Donc il y avait quelque chose qui se créait. Et là, je crois que c'était en 2019 que la squad, c'était aussi des anciens membres
de Six Step ont remporté le BOTY national et international. Donc il y a vraiment quelque chose qui a progressé. Nous, le premier BOTY qu'on avait fait, c'était en 2001 à Montpellier, je me souviens, avec hors série. J'avais pris 5, 6 danseurs et on avait fait le BOTY, on est arrivé en quart. Et puis après, par la suite, il y a eu quelques groupes. C'est toi qui avais chorégraphié le show du Battle of the Year quand vous l'aviez fait. Avec hors série. Ouais. On avait un petit show de rue qu'on faisait, ouais. On avait un petit show de rue. J'avais chorégraphié ce petit show en 2001. Je ne sais pas si on retrouve les archives de ces cassettes vidéo. Elle existe, hein. En 2001, il y a eu un BOTY national à Montpellier et on a fait une équipe avec hors série. D'accord. Nice. Ouais. Et là, tu nous parles beaucoup de scènes. Et est-ce que tu as Ouais. fait des battles un peu ou pas? Moi, j'ai fait des battles, ouais. J'en ai organisé dans les débuts. À Bordeaux, on avait organisé un battle, je me souviens, il y avait des Parisiens qui étaient venus avec des Toulousains qui s'étaient tapés d'ailleurs bien, quoi. Quand je dis taper, c'est-à-dire ils avaient fait un bon battle entre eux. Il y avait Mathias qui était là, je me souviens. Euh, Ouais. ouais, donc c'était une bonne époque. Il y avait Nel, des Vagabonds qui étaient Ouais, là. des vagabonds, ouais. Petit Nabil aussi. Mais après, moi, par la suite, au tout début, j'ai fait des battles aux États-Unis. Donc j'en ai fait 3, 4. J'en ai fait un à Harlem. J'en ai fait un dans le Bronx. Et en fait, à la fin à mon troisième ou quatrième, ben, j'avais gagné un battle en un contre un. Et je sais pas, il devait y avoir peut-être une douzaine de participants ou peut-être c'était 12, 15 participants. Et c'était un petit battle modeste. Et ils avaient fait venir une télé, ils m'avaient donné 100 dollars. J'avais partagé avec le premier. Mais le souvenir que j'avais, c'était que celui-là que j'avais gagné était meilleur que moi, quoi. Et comme il était fatigué, je me suis dit, ah, lui, il faisait des figures, il tournait sur la tête, faisait des coupoles, faisait des trucs de fou. Ouais. Et moi, j'avais plus une danse un peu à la Karim Barouche, quoi, des choses de souplesse. J'étais très inspiré par Karim, notamment. Et D'accord, ouais, du crew actuel donc force. voilà, c'est mes premiers battles là-bas aux États-Unis. Et quand on vit un petit battle, parce que moi, je pensais qu'à New York, tout le monde était fort. Et je me suis retrouvé avec des gens qui n'étaient pas forts. Et je me suis dit, mais il est où le mythe des gens qui sont incroyables? Il y avait des gens qui n'étaient pas forts, quoi. Mais Et, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite question. Dans le milieu du hip-hop, on parle beaucoup des États-Unis et particulièrement de New York, presque comme d'un pèlerinage qu'on serait censé faire en tant que danseur hip-hop pour comprendre quelque part certaines racines, parce que la danse est née là-bas. Moi, je hum, sais que personnellement, je n'ai pas encore fait ce pèlerinage, mais j'entends pas mal de gens qui disent que des gens qui sont plutôt puristes dans ce que c'est que le hip-hop qui disent que c'est important à faire. Toi qui as vécu ça et encore plus à la période où ça naissait, est-ce que tu es d'accord avec ça? ah, c'est pas indispensable d'aller à New York parce qu'on le vit à travers les médias, on connaît New York, on l'a en nous, on est dans la culture. Mais c'est vrai qu'une fois là-bas, quand on se retrouve dans l'esprit à voir des légendes à côté de nous, discuter avec eux, ça fait quelque chose, quoi. Ça nous valide dans notre croyance. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a touché, quoi. En revenant, je me suis senti comme, comme avoir vécu une expérience unique. Donc je me dis, c'est toujours important, si quelqu'un a la chance d'aller aux États-Unis, à New York notamment, et d'y rester, et de Ouais, rencontrer les gens, parce que nous, on ne les a pas rencontrés, on était à New York, on était comme des touristes. Quand je dis on, c'est parce que j'y suis allé avec Anthony Egea de la compagnie Révolution, on est resté presque 10 mois à New York à essayer de trouver un appartement, à se débrouiller. Et au début, on voyait pas de danseurs hip-hop. Mais après, on en a vu quelques-uns faire des shows de rue et on cherchait, on n'arrivait pas à savoir où c'est qu'ils s'entraînaient, quoi. Mais ça a mis au moins 3 mois. Et ah ouais, on a rencontré un danseur, c'était Quickstep des Full Circle, et on lui a demandé où c'est que vous entraînez. Et puis il nous a dit qu'ils sont entraînés dans un recreation park. Recreation park, c'est une forme de lieu culturel où on peut faire du sport, des formes de city stade que tu trouves dans plein de quartiers de New York. Tu prends une carte et tu peux aller dans n'importe lesquels des recreation parks. Et eux, ils s'entraînaient à celui de Chinatown. Et en arrivant là-bas, j'arrive et puis je croise Kamel et Boogie Brats qui s'entraînaient là-bas. Donc il y avait quelques figures, il y avait Rocafella, donc il y avait des pointures qui étaient là et j'étais super content 3 mois après de rencontrer les danseurs. Puis de m'entraîner avec eux, le fait qu'ils nous fassent des compliments, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous disent c'est bien, et qu'ils nous disent de samedi il y a un battle à tel endroit, il faut venir, il y a un battle à tel endroit, il faut venir. Donc là il y a quelque chose
qui fait que des gens qui ont contribué dans l'histoire au tout début, mais quand tu es avec eux, que tu vis une aventure avec eux, que tu galères avec eux, ouais, je pense que ça te construit, quoi. Même si après, par la suite, le temps passe et chacun doit se débrouiller, quoi. La culture hip-hop à New York, elle est en difficulté, hein, Ouais, énormément. bien sûr. Même s'ils créent des écoles, des musées, des choses comme ça, les anciens, il y en a beaucoup que j'ai vus qui étaient pas, qui arrivaient pas à gagner leur vie, hein. Mm. D'ailleurs, bon, déjà, je reviens sur le fait que tu aies pu rencontrer des gars comme Kamel et Quickstep, et je tiens à dire que je suis un petit peu jaloux. Et j'aurais trop kiffé connaître cette époque et avoir vu ces gars-là quand ils étaient un peu au summum de leur art. Et Mm. par rapport à ce dont tu parles, des anciens, etc., un sujet qu'on abordait déjà dans la dernière interview avec un danseur de break, Arthur, avec qui on parlait juste avant. Euh, Au niveau de la transmission, tu sais, on parle souvent de garder l'héritage des anciens et de le bien transmettre aux nouvelles générations. Et le fait est que le hip-hop, c'est quand même une culture qui n'est théorisée dans aucun livre ou presque, où on ne sait Mm. pas quelles sont les connaissances qui prévalent sur d'autres. Et c'est dur parfois, je trouve, de faire un bon point sur ce qui est à transmettre et ce qui est à ne pas oublier. Et, et en plus de ça, on est dans une période artistique où j'ai l'impression que les choses évoluent tellement vite dans le présent que c'est dur de faire un lien parfois entre ce qui est à ne pas oublier d'avant et à ce qui bouge tout le temps maintenant et qu'il faut à côté de quoi il ne faut pas passer. Toi, tu te situes comment par rapport à tout ça dans ce pont-là entre La le passé transmission. et ce qui existe maintenant? Ben, moi, j'ai pas forcément envie de jouer le grand frère incontournable qui est là, qui doit dire à la nouvelle génération ce qu'il doit faire. J'aime bien que les gens soient autonomes, se débrouillent. Et moi-même, j'ai l'impression dans cette culture d'être toujours en train d'apprendre et même d'être là avec mon sac à dos comme un jeune, quoi. Et d'apprendre même les jeunes. Donc ça, j'aime. Mais ce que j'ai pu voir aux États-Unis, euh, ils ont organisé un événement à l'époque, en 97, 98, à New York, ça s'appelait Back to Mecca, Retour à la Mecque. Et là, ils avaient fait venir les Rocksteady Crew, les University Breakers, ils avaient fait venir Storm, ils avaient fait venir Actual Force, ils avaient fait venir plein de figures de la culture hip-hop pour faire des conférences, pour parler de l'histoire, de la transmission. Et on voit chez les Américains, notamment chez Ken Swift ou Mr. Wiggles, c'est des gens, quand ils enseignent, ils parlent énormément d'anecdotes de vie, de ce qui s'est passé, comment cette danse est née, comment ce pas est né. Et moi, j'avoue que j'ai pas toute cette connaissance que eux ont. C'est les créateurs de ces danses, ils ont contribué, ils connaissent les personnes qui ont créé les pas. Euh, donc, c'est sûr que la transmission, elle est importante, mais aujourd'hui, quand on crée un festival où on fait un événement, un battle, je pense que donner la parole à des gens qui ont vécu cette histoire, à des gens qui s'y intéressent, qui creusent. Des fois, j'entends parler Yuval et je me dis, mais il a une connaissance quand même, surtout au niveau à Paris, quoi. Il connaît très très bien l'histoire du hip-hop à Paris. Ça m'impressionne. J'ai Hmm. l'impression que notre histoire à nous, locale à Bordeaux, elle est moins forte que là-bas. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est plus calme. Mais c'est important de connaître l'histoire, de pouvoir la transmettre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui peuvent en parler. Peut-être qu'il y a des écrits, peut-être qu'il y a des gens qui commencent à faire des interviews. Notamment ici à Bordeaux, il y a Sansar qui lance un projet pour faire 33 interviews d'anciens, de nouveaux, pour essayer de retracer un bout d'histoire parce qu'il est méconnu. Mais souvent, on a vu des jeunes qui n'étaient pas intéressés par l'histoire. Ils avaient envie soif d'apprendre, de danser, de s'amuser, mais connaître l'histoire exactement, c'était très fatigant. On le voyait quand on donnait des ateliers. Donc, c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis pas trop éternisé. Quand j'arrive dans une ville pour enseigner, faire une chorégraphie, je vais à l'essentiel, quoi. Je sais que les gens, ils veulent kiffer, s'amuser et pas forcément entendre un discours sur l'histoire, quoi. Mais c'est important, ouais. Hmm. Et imagine que tu as 30 minutes pour transmettre ce que tu veux à quelqu'un qui connaît rien de ton art et que tu reverras pas après. Hmm. Tu lui transmettrais quoi? Eh ben, en fait, je vais lui transmettre ce que j'ai appris aux États-Unis. J'ai appris un truc très fort aux États-Unis, c'est de faire sa place. Parce que, tu vois, en France, on a la chance, ça c'est une chance, on est accompagné, soutenu, notre culture elle est accompagnée, on est bienveillant avec nous, on fait attention à nous. Quand j'étais dans l'école chez Rosary Tower, j'étais toujours privilégié, il y avait tout le monde qui était autour de moi. Alors qu'à New York, c'est débrouille-toi.
Et j'ai trouvé ça hyper violent et je voulais rentrer. Je voulais pas rester. Je me suis dit, ouais, j'aime pas du tout cette mentalité, j'aime pas les Américains, c'est marche ou crève, j'aime pas. Et au bout d'un moment, j'ai compris euh, qu'en fait, leur politique, qu'il fallait se battre quelque part, quoi. Ils n'allaient pas te laisser, mais s'ils voyaient que tu faisais l'effort, ils étaient là à te soutenir et à te pousser, quoi. J'avais vécu dans une classe de danse, tu vois, je, je voulais pas m'investir dans le cours et la personne m'avait mis de côté, quoi. Elle m'avait dit, tant que tu fais comme ça, tu viendras pas. Elle me dit, là, il y a une place au milieu du cours, elle est pour toi. Si tu viens la prendre, là, je m'occupe de toi. Et moi, j'étais têtu et j'ai vu que la personne, elle n'allait pas venir vers moi. Et j'ai mis plusieurs mois, j'ai mis 3-4 mois pour venir me mettre au milieu de la salle, prendre ma place. Et après, c'était ma place, j'avais gagné. Personne ne venait la prendre. Tout le monde savait qu'ils étaient en train de s'étirer et ils disaient, ça c'est la place à Hamid, ça c'est la place d'un tel. Et même Ah, si j'étais pas le dis, meilleur. Et quand ça, tu j'ai dis appris prendre ça. pardon, quand tu dis Pardon. prendre ta place, tu parles vraiment concrètement dans la salle, d'un endroit dans l'espace dans la salle pour venir t'y mettre. Ouais, mais c'est une métaphore pour la vie. Ouais. C'est-à-dire, quand on est rentré, nous, on a créé des parades chorégraphiques avec 100 personnes, 200 personnes, alors qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. C'est une forme de confiance en soi. C'est-à-dire, au début, t'as pas envie, t'as pas confiance. Et donc, quand je croise quelqu'un, si je dois lui enseigner quelque chose, c'est lui dire, prends ta place, vas-y, n'aie pas peur, t'as la possibilité. Si t'as travaillé pour, si t'es pas le meilleur, c'est pas grave. Prendre sa place, ça veut pas dire être le plus fort de la Terre, c'est y aller, quoi. Oser, prendre des risques. Et donc, tu fais ça quand tu es dans l'esprit du cercle. Si t'as pas toutes les figures, si t'as pas tout le langage, si tu y vas, déjà, tu as gagné le respect. Rentrer dans le cercle, c'est pas évident si tu es avec des gens très très forts. Tu vois, le cercle, c'est un endroit où il faut faire sa place. Ouais, ouais, carrément. Donc, moi, c'est ça que j'enseignerais. En tout cas, j'ai appris ça et ça m'a fait gagner du temps, ça m'a fait faire des projets que j'aurais jamais osé faire. Bah, d'ailleurs, je trouve que c'est hyper parlant, que ce soit dans tous les projets que tu développes en tant que création, mais même de manière plus concrète, quand je te croise à Bergognier ou les salles où tous les breakers s'entraînent à Bordeaux et que je vois que ben, tu fais partie d'une des seules personnes de ta génération qui continue de venir régulièrement, quotidiennement, qui continue de venir danser dans le cercle et de partager avec les autres. Je trouve que dans toi, ta manière de vivre la chose, c'est très parlant. Merci, ça me touche. Ouais. Ben, à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis pas trop vieux? Et à un moment, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer, quoi. Si j'ai envie de faire du roller, prendre ma longboard, aller sur les quais me promener, si j'ai envie d'aller m'entraîner parce que j'aime ça, je vais pas m'en empêcher en me disant parce qu'il faut laisser la place, parce que j'ai plus l'âge. Mais non, on est toujours jeune dans notre tête. Et Non, mais moi, j'ai besoin de kiffer, quoi. Donc, quand j'arrive à la salle, c'est mes potes. Des fois, ça me surprend parce que mes potes, des fois, leur père, il a mon âge, quoi. non, puis surtout, je sais pas si ça va te rassurer, mais pour t'avoir croisé dans un cercle l'année dernière à l'entraînement à Bordeaux, moi j'ai pas du tout l'impression que t'as l'âge que t'as et que et que j'ai l'impression que c'est complètement normal que tu fasses des cercles même avec les gens de la génération actuelle, donc c'est trop bien. Merci. Et pour revenir sur un truc que tu as dit au tout début, tu parlais du fait qu'une de tes portes d'entrée dans le hip-hop, ça a été le rap, parce que tu as côtoyé des crews de rappeurs et que peut-être tu en as fait toi-même. Oui, oui, j'en ai fait, ouais. Et dans les créas que tu fais, j'ai l'impression que tu utilises aussi beaucoup la parole. Il y a un lien entre le fait que il y a un lien entre le fait que tu fait du rap et que tu te mettes maintenant à utiliser la parole sur scène. C'est quelque chose, tu as l'impression, qui est indissociable du fait de créer, de ce que tu as envie de faire sur scène? Non, j'ai pas d'explication logique. J'ai fait partie d'un groupe de rap qui s'appelait Django Gandal, ça veut dire en quête de savoir en sénégalais avec Souleymane Diamanka. On avait un groupe de rap qui s'appelait FGP, Faire grandir les petits. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le talent pour écrire, comme Souleymane ou comme les gens qui étaient à côté de moi. J'avais plus le talent pour la danse. Ça, je m'en suis rendu compte. Et après, en dansant, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tout dire. J'avais l'impression que c'était abstrait. Quelqu'un venait voir un spectacle de danse, il savait pas qui j'étais, d'où je venais, et ça me posait problème. Je me disais, mais les gens, ils t'oublient. Ils t'ont vu danser, ils ont vu des danseurs incroyables, mais ils savent pas qui tu es. Donc, j'ai eu ce besoin de me présenter, de dire, ne nous oubliez pas, je m'appelle un tel, je viens de telle ville, et de le dire dans le spectacle. Et puis,
par la suite, ça m'a emmené à rencontrer des chorégraphes, des metteurs en scène, et j'ai compris la force des mots. C'est-à-dire que tu danses, tu as une poésie, tu as une émotion de par la musique, de par la danse, mais on a besoin, si on veut parler d'un sujet très précis, concret d'aujourd'hui, maintenant, de le dire. Et ça m'a ouvert des portes, quoi, de se raconter. J'ai fait Chronix, là où je me racontais. Après, j'ai fait Séquelles, là où j'ai invité 6 danseurs à prendre la parole. Il y avait Yasmine Ramani, Stéphanie Nata, Boubacar Sissé, Guillaume Legras. Enfin, on était 6 sur le plateau, c'était aussi une aventure. Et j'ai vu que chez eux aussi, ça les avait touchés, de prendre la parole, de raconter un bout de leur vie. Parce que quelque part, quand on est sur scène, on essaye de parler de ça, de qui on est, à travers notre danse. Celui-là qui n'a pas besoin des mots, il est vraiment incroyable. Il nous touche. Mais si on n'a pas comment dire, si on n'arrive pas à exprimer toutes nos émotions, les mots, c'est direct, quoi. C'est comme l'image. Quand tu vois l'image, tu peux pas l'enlever de ta tête, quoi. Ça te marque, c'est parlant tout de suite. Et donc, ça venait ponctuer ou compléter la danse, quoi. Donc, depuis, j'ai continué. Ça m'a permis d'écrire. Moi, je pensais déjà que ma voix, elle était pas bien. La première fois que je me suis entendu parler, ça m'a fait bizarre. Parler dans un micro, j'avais peur. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit que la deuxième plus grande peur pour le public, c'était de prendre la parole en public, de parler devant une audience. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a donné de la confiance aussi. Parler devant 100, 200, 500 personnes, s'exprimer, euh, c'est bien, c'est une force, quoi. Ça donne de la confiance. Là, Donc, tu nous parlais d'origine et que dans tes spectacles, on n'arrivait pas à savoir d'où tout venait et tout ça. Dans ton spectacle Yelel, je crois bien, tu parles du village de ton père et je voulais savoir à quel point tes origines, dis-moi si je me trompe, mais je crois que tu es algérien, tes oui, origines oui. algériennes. À quel point tes origines, elles prenaient une place dans les spectacles que tu faisais? Ben là, mes origines, elles prennent une place maintenant parce que au tout début, on avait coupé avec les origines, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une cité à Bordeaux, mes parents algériens, on écoutait de la musique algérienne, musique égyptienne, ou Kulthum et tout. Mais dès qu'on sortait, on écoutait du James Brown, du Kool and the Gang, on écoutait de la funk, des musiques américaines. Donc je me reconnaissais dans la culture américaine. Et je voulais nier, en tout cas couper la culture de mes parents comme quelque chose de has-been, de démodé, de pas intéressant, quoi. Et puis par la suite, en cherchant, avec le temps, je me suis rendu compte que dans ces danses, dans cette musique, dans la fête, il y avait quelque chose de très très fort. Donc ça m'a donné envie d'aller chercher dans mes racines. Donc j'ai fait un voyage en Algérie, j'avais pas été pendant 27 ans. Et là-bas, j'ai découvert que déjà, que j'avais de la famille, des cousins, des tantes. J'ai rencontré ma grand-mère, je pensais qu'elle était décédée, elle est encore vivante. J'ai rencontré mon père, donc ça m'a beaucoup touché, des demi-frères, des demi-sœurs que j'avais. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait une grande histoire entre la France et l'Algérie. On m'avait pas expliqué l'histoire coloniale. Je savais pas quoi. Et ça m'a fait comprendre aussi sur le rejet, sur le racisme, en grandissant, pourquoi on était montré du doigt quand on était jeune, pourquoi on n'était pas accepté, rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est parce qu'il y avait eu un grand divorce entre l'Algérie et la France, quoi. Et moi, j'avais fait partie du divorce et j'avais aussi nié la partie algérienne avec sa culture. Et donc, en allant chercher, puiser, je me suis rendu compte qu'il y avait, comme en France, hein, des danses folkloriques, des danses de village, des musiques traditionnelles, des chants, mais très très forts, très puissants, euh, comme ici d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup touché. C'est pour ça que j'ai fait Yelel, en me disant, j'ai l'impression d'être ni d'ici ni de là-bas, mais à la fois je suis d'ici en France et je suis aussi de là-bas, de par mon nom, ma couleur, l'histoire de mes grands-parents. Et donc, j'avais besoin de l'exprimer en scène et de faire une petite recherche et d'emmener des danseurs avec moi. Donc, Et- pour moi, c'est comme une fête, quoi. Et je pense que j'ai pas fini, hein. Mais en tout cas, ça m'écarte de la question du racisme. Je suis en train de passer à autre chose. Hmm. Mais aujourd'hui, le racisme, c'est pas comme les années 80. En France, on a évolué, on a changé. Je le vois à travers mes enfants. On est dans autre chose. On fait partie de la France et on écrit notre histoire dans une France métissée qui est belle, hein. C'est même une force, hein. Je l'ai vu en allant à l'étranger parce que j'allais dans des pays, en Lettonie, ailleurs, et je me disais, mais en fait, dès que tu reviens en France, tu vois toutes ces couleurs, tous ces visages, tous ces corps différents, c'est magnifique, toutes ces langues. Tu sais, t'es dans un quartier, tu peux aller manger un couscous, un mafé, tu peux aller manger un plat italien, un plat turc et tout, c'est trop fort. Tu peux parler Complètement. plusieurs langues, c'est vraiment très très fort, quoi.
Et ces danseurs que tu as emmenés avec toi dans l'aventure de Yelel, j'en connais certains, Elsa, Omar et d'autres, eux qui n'ont pas vécu ta vie, qui n'ont pas fait le voyage que tu as fait, mais que tu choisis quand même pour venir porter quelque part un bout de ton histoire, par quel procédé tu passes quand tu es avec eux en résidence, au théâtre, au plateau, pour essayer de leur faire ressentir ou en tout cas leur donner, je sais pas, des bribes d'outils ou de sensations pour qu'eux réussissent à s'imprégner de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu directement. Mm. Bah, déjà, les danseurs, je les connais bien, que ce soit Elsa, Omar, Aïda. Il y a juste Arthur et Mathieu, deux danseurs, un danseur qui est de Belgique et un danseur de Dunkerque qui est installé à Lille. Euh, En fait, c'est des danseurs, c'est ancré en eux, quoi. Et leur faire découvrir des danses traditionnelles alaouis, des danses algéroises, des danses libanaises, la dabka, leur transmettre, leur expliquer un peu l'histoire, si c'est des danses festives, si c'est des danses de mariage, des danses de cérémonie, des danses guerrières. euh, donc ça, c'était passionnant, mais en même temps, je leur ai aussi appris quelques mots en arabe. Donc j'ai eu l'impression, en fait, quand tu t'emmènes quelqu'un dans une aventure, t'apprends. Mais t'apprends avec lui, quoi. Et donc, quand tu fais 2 années de recherche pour faire une création, tu te documentes, tu essaies de rencontrer des personnes qui sont spécialisées. Donc, ouais, c'était une super aventure. Et c'était, comment dire, euh, comme essayer de créer une famille, parce qu'à chaque projet, on essaye de créer une famille. Et ça, c'est important pour moi, quoi, de se dire on a réussi, on ressort de là, ça nous fait vivre des émotions, on sort de là en transe, en essayant de se dépasser et en n'oubliant pas la danse. Et donc, ouais, voilà, voilà. Je suis content que tu soulèves le point de la famille parce que dans, j'ai l'impression que dans les manières de procéder des différents chorégraphes, euh, les chorégraphes n'ont pas les mêmes enjeux aux mêmes endroits. J'ai l'impression qu'il y en a qui se Mm, posent la question de l'artistique sur scène, mais qui se posent aussi la question de qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour créer une famille, même à côté du projet qui va être raconté sur scène. Donc mm, vraiment pour créer l'aventure humaine. Tu as d'autres chorégraphes qui ne se soucient jamais de l'aventure humaine, mais qui sont seulement centrés sur ce qui se passe au plateau et sur l'artistique. mm, Et à l'inverse, des fois, j'ai même l'impression que tu en as. Moi, c'est peut-être arrivé dans des projets que j'ai vécus où ils s'intéressaient presque pas à ce qui se passait au plateau, mais ils mettaient toute l'énergie qu'ils avaient en œuvre pour créer une famille en dehors des temps de plateau, pour mm. qu'ensuite, quand il se passe quelque chose au plateau, la famille parle d'elle-même. Toi, tu as l'impression que tu es un peu sur les deux aspects à la fois quand tu travailles Bah, tout au long de la journée? en tout cas, moi, déjà, c'est pas, je mets pas le corps. Pour moi, les danseurs, c'est pas des corps. Donc il y a des chorégraphes qui travaillent sur l'esthétique, le corps en mouvement dans l'espace, sur le plateau, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient habillés différemment ou même cachés. Il y en a qui travaillent sur l'esthétique du corps. Moi, je travaille avant tout sur les personnes, sur l'humain, qui ils sont, d'où ils viennent. Donc dans Yelel, c'est pas très visible, c'est une communauté, une famille. Mais dans d'autres pièces, comme par exemple dans Séquelles ou dans Chronix ou je sais pas, d'autres pièces, euh, quand on sort du spectacle, on connaît les danseurs. On peut même dire leur prénom et ce qu'ils ont vécu. Et ça me paraissait important de partir dans ce procédé de, de, de faire en sorte que ça ne soit pas, excusez-moi, c'est péjoratif, le corps objet, quoi. J'ai pas fait je fais pas ce travail dans ce sens-là, quoi. C'est très Hmm. important quand je choisis les danseurs. J'ai besoin aussi de savoir est-ce qu'ils ont vécu euh, comment est-ce qu'ils sont sensibles à mon histoire et est-ce qu'ils ont à peu près la même histoire même si ils sont de villes différentes. Hmm. Et c'est ça que je valide. Des fois, je peux me tromper, c'est pas. Mais ouais, même des fois, ça a été contre-productif pour moi. Des fois, j'ai tellement fait attention aux danseurs dans leur histoire et dans leur danse qu'au final, j'avais très peu chorégraphié. Il n'y avait pas vraiment ma signature en danse, quoi. C'était vraiment les danseurs avec leur identité complètement qui étaient présents. Dans tes Je sais pas spectacles, je sais pas si je suis clair. Si, si, moi je comprends très bien ce dont tu parles et j'y suis vachement sensible, donc je trouve ça cool que tu l'abordes comme ça. T'allais dire quoi, Mathis? ouais, que dans tes spectacles, on voit que tu vas sur scène aussi, qu'en fait tu fais partie du spectacle. Et c'est quand même un parti pris parce que pas tous les chorégraphes interviennent sur scène.
Et on se demandait avec Noé comment tu faisais pour être à la fois sur le plateau et à la fois à l'extérieur du plateau, parce que quand tu es Non. chorégraphe, tu dois quand même donner des directives au moment des résidences à ton groupe. Et du coup, comment tu fais pour leur donner des directives, mais en même temps faire les mises en scène avec eux et faire le spectacle avec eux, en fait. Et comment toi, si tu fais pour avoir des retours sur ce que tu fais? Mhm. Mais non, c'est une bonne question, parce qu'avant, on nous disait qu'on pouvait pas être sur scène avec les danseurs. Ça se faisait pas, qu'on pouvait pas avoir le recul pour pouvoir créer, alors que non. Moi, j'ai vécu des pièces où je n'étais pas dedans, je les ai très mal vécues, parce qu'à la fois, je partais en tournée avec eux, j'étais en train de les regarder, j'avais une peur, quoi. Et à la fois, j'avais l'impression de pas défendre la pièce avec eux. Donc, j'ai ce besoin d'être avec l'équipe et de dire, on y va tous ensemble, et ce que j'ai à dire, je vais le défendre avec vous, je vais pas vous laisser tout seul. Il y a cet esprit-là déjà. Euh, après, hum, c'est vrai que des fois, on se dispute un petit peu sur les comptes, le pas, sur la direction. Mais à force de répéter les tableaux, de se dire c'est juste, c'est pas juste, c'est comme c'est une forme de respect. Hein. On n'est pas, je fais pas des créations, des résidences là où les gens pètent les plombs, ils ont l'impression d'être utilisés. On est vraiment dans une manière un peu collégiale, quoi. On discute. Est-ce que c'est juste ce qu'on est en train de faire ou pas? Et je fais participer l'équipe technique aussi. Ceux qui sont au son, à la lumière, les scénographes, tout le monde, on discute sur des tableaux que j'ai écrits et on essaie de les faire avancer ensemble. Mais c'est Ouais. vrai que des fois, ça m'est arrivé d'être en difficulté parce que moi-même, j'avais pas assez bossé, j'avais pas, je me retrouvais à pas bien connaître la chorégraphie, à me tromper, donc ça te met en danger avec le danseur. Les danseurs, ils te disent, attends, qu'est-ce que tu fais là, machin, tu nous dis de faire ça, mais alors que c'est toi le premier qui arrive pas à le faire. Ça nous met dans une difficulté. Mais ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi maintenant que j'ai fait 7, 8 pièces comme ça, là où je suis dedans, que d'être à l'extérieur. Je l'ai tellement mal vécu sur des pièces que ça m'est difficile encore aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment font les chorégraphes en étant dehors, en ayant. Pour moi, c'est un grand deuil, quoi, de se dire je vais pas danser. Dans la D'accord. prochaine pièce, là, je vais faire une pièce qu'avec 6 femmes. Et il faut que j'apprenne à diriger, à accompagner, à écrire en étant dans la salle et en laissant la place, quoi. Donc, ça s'apprend, quoi. Mm. Quand tu es au théâtre et que tu crées, et particulièrement au début d'un projet dans lequel il faut planter tout le décor, tisser les relations entre les gens qui se connaissent pas encore, entre toi et eux, etc. euh, et que du coup, toi, tu as besoin d'être dans un environnement ou de créer un milieu qui fait que tu te sens créatif et que tu as les bonnes idées, etc. Est-ce que, après les 15 créations que tu as fait, l'expérience que tu commences à avoir, est-ce que tu as l'impression d'avoir une méthode qui se dégage pour te mettre dans une ambiance particulière pour être à l'aise à la création? Je sais pas, peut-être des horaires auxquels tu te lèves ou peut-être des choses qui se répètent dans ta manière de procéder? Non, mais c'est vrai que j'ai des automatismes. C'est-à-dire, la manière dont je vais mettre l'agenda des résidences. Donc, si je mets une semaine par mois et de laisser peut-être 5, 6 mois pour que la pièce respire. Ne pas faire 2 mois d'affilée et créer, ça, c'est pas possible. Euh, quand je prends souvent les mêmes personnes à la lumière, au son, donc ça crée des manières, quand on regarde 2, 3 pièces qui s'enchaînent, elles se ressemblent dans la manière dont on prend la parole, la manière de déplacer des objets, de faire venir un écran. Il y a des choses qui se ressemblent. Mais à chaque projet, j'ai l'impression de repartir à zéro et de rien savoir, quoi. Là, par exemple, quand j'avais fait une pièce avec les Sud-Africains, je suis parti en Afrique du Sud pour essayer de comprendre un peu leur histoire. Et donc, j'ai pris des notes, j'étais avec eux, mais je savais pas ce qu'on allait faire. Quand on a fait Yelel, j'avais une idée en me disant je vais créer une musique, alors que j'ai fait venir un guitariste, un batteur et un autre compositeur qui se connaissaient pas, en me disant ça va marcher. Ça a fonctionné, mais c'était un pari, ça aurait pu ne pas marcher. Euh, Là, je vais faire une pièce, la thématique c'est sur les femmes, la place des femmes, euh, voilà, les inégalités. Donc ça me demande de me documenter pendant un an et après de réunir l'équipe et puis de partir à zéro. Euh, Bon, je peux faire, comment dire, je peux faire des erreurs, ça m'est déjà arrivé, hein, de faire des choix d'équipe. À un moment donné, quand tu as un créateur son, quand tu as quelqu'un qui fait des costumes, quelqu'un qui fait une scéno, la chorégraphie, et que ça colle pas ensemble. Même tu essayes de faire rentrer
les costumes aux danseurs, ils veulent pas les mettre, la musique, elle est inaudible ou ça fonctionne pas, et toi, t'essayes. Donc, il y a eu des pièces là où j'ai fait des erreurs. Il y a eu des pièces qui ont magnifiquement bien marché parce que ça demande de bien expliquer ton projet. Des fois, tu as des chorégraphes, ils n'ont pas le bon langage. Et les danseurs, ils comprennent pas ce qu'ils veulent, ce que veut dire le chorégraphe. Et les techniciens, des fois, ils comprennent pas ce que le chorégraphe veut dire. Ça demande de savoir bien s'exprimer. Mais quand tu es dans la recherche, quand tu es dans la création, tout le monde sait qu'on part un peu dans une part d'inconnu, quoi. C'est un défi, quoi. On part d'un endroit et on se dit on va y arriver, quoi. Mais il Et faut avoir bien travaillé. d'ailleurs, il n'y a pas quelque chose de... Parce qu'il y a des métiers, je sais pas, j'imagine par exemple un boulanger ou un autre artisan, au bout d'un moment, il connaît sa méthode pour qu'à chaque fois le pain il soit bon pareil ou que la construction elle tienne pareil. Et je suis assez d'accord Ouais. avec toi sur le fait que quand on démarre à chaque fois un nouveau projet de création, bien qu'on ait des méthodes qui fonctionnent parfois, c'est quand même un retour à zéro, comme tu l'as dit. Mm. Et, et toi, en tant que créateur, pour avoir vécu plein de fois ce retour à zéro, tu trouves pas que c'est un peu vertigineux des fois comme métier et qu'il n'y a pas quelque chose qui fait un peu peur à l'heure de se relancer et de savoir qu'à nouveau on va être un peu face au vide sans Mais aucune certitude? si, bien sûr, quand tu montes ta production, tu dois défendre ton projet, le titre que tu as donné. Donc déjà, il faut pas que ton titre il soit bateau, quoi. Il faut que tu sois convaincu de ton propos. Ça part de là, quoi. C'est comme si, par exemple, tu fais un film avec une petite caméra, pas de bonne qualité, mais si tu as quelque chose à dire, ce qui va ressortir sur le film va être magnifique. Si tu as la plus grosse caméra, la plus chère, et que tu n'as rien à dire, ça va pas le faire. Et en création, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu n'as rien à dire, ça va être compliqué. Tu auras beau broder, faire des choses. Par contre, si tu as quelque chose de très précis à vouloir faire passer, même si tu n'as pas la meilleure équipe, même si tu n'as pas la meilleure bande son, la meilleure vidéo, c'est pas grave. Tu sens qu'il y a une volonté chez les danseurs de défendre ce propos et qu'ils soient entendus. Et, ça part de là, quoi. Déjà, au tout début, le projet, s'il est sincère, normalement, il n'y a pas trop de risques. La force des danseurs, c'est que tu as pris des danseurs qui ont quelque part de la valeur, qui ont une expérience. Eh ben, eux, ils te mettent en confiance dans ton projet. Quelque part, c'est comme s'ils te disent, vas-y, nous, on te suit, on est là, quoi. Et quand tu as Mm. ça, c'est très fort, quoi. Voilà, donc Et- quand tu as une super équipe, c'est ce que je veux dire, quand tu as une super équipe et que tu as le propos qu'il faut, on va se débrouiller. On va faire une proposition artistiquement qui sera quand même assez pro, assez pointue, qui va être recevable et qui va avoir un impact, quoi. Bien sûr, ouais. Quand je vais voir des spectacles, il y a toujours une question que je me pose, c'est l'idée que veut défendre le chorégraphe dans son spectacle, elle vient d'où et est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui d'un coup lui a fait voir quelque chose qu'il n'avait pas vu avant et du coup eh ben, il a envie de le défendre lors d'un spectacle. Et c'est vraiment une question à chaque fois, c'est vraiment une question que je me pose. Et toi, je voulais savoir du coup comment les idées de tes spectacles, par exemple pour Yelel ou le nouveau projet que tu veux mettre en place avec les 6 femmes sur scène, Mm. c'est quoi l'élément déclencheur qui te donne envie de défendre ce sujet? Mais en fait, le moment où tu dis que tu vas faire tel projet, il est délicat. Tu dois convaincre ton équipe que c'est le bon projet, mais tu es un peu bousculé parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où on doit créer tous les 1 an et demi une pièce. Moi, je suis une compagnie conventionnée, tous les 3 ans, je dois faire 2 pièces. Et des Ouais. fois, j'ai même pas terminé ma pièce là, que je dois penser à la suivante. Et je suis pas concentré, quoi. Et je me dis, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Donc là, moi, j'avais refait un solo qui s'appelait Chronix 2, c'était un solo 20 ans après, j'avais envie de remonter sur scène et de raconter la suite. Et là, pour la pièce des femmes, c'est pas forcément quelque chose qui était, comment dire, qui m'est apparu, qui m'a sauté aux yeux. Il y a eu le mouvement MeToo avec les femmes qui ont pété les plombs sur les agressions, sur les abus. Moi, j'ai regardé ça, quoi. Mais c'est pas quelque chose en me disant, je vais faire une pièce. C'est élément par élément, à force de. Il y a l'actualité qui a un impact sur toi. Et cette actualité, à un moment donné, tu la considères en tant qu'artiste. Tu es là, tu es à l'écoute et tu te dis, mais non, c'est pas normal, c'est pas. Et comme moi, je pars sur les injustices, les inégalités, sur le racisme, mais ça me touche, quoi. Je me dis aujourd'hui, non, quand même, on peut quand même. Moi, dans mon parcours, est-ce que j'ai laissé la place aux femmes? Est-ce que je suis correct dans mon comportement, mon éducation? Donc, aujourd'hui, comme ça me travaillait, je l'ai mis en avant, mais il n'y a pas eu un élément déclencheur qui a dit c'est ça que j'ai envie de faire. Euh,
des fois, on se lance comme ça, on se dit, ben, je sais pas moi, je dis une bêtise, en 2024, je monterai un opéra. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. C'est quoi un opéra? Qui s'est lancé dans un opéra? Il faut écrire un opéra de A à Z avec qui? Trouver un orchestre, faut trouver un chanteur, par exemple, quelqu'un qui va écrire des textes. Donc c'est pas évident, on part dans des défis, quoi. Mais j'ai pas forcément l'idée d'un coup, quoi. Enfin, je sais pas si je réponds correctement à la question. C'est pas évident de répondre à cette question, quoi. Ouais. Et là, tu nous parlais d'actualité, que ça t'aidait plus ou moins en fait à te guider pour tes projets. Est-ce que tu utilises d'autres procédés aussi pour essayer enfin en fait pour t'ouvrir à plein de choses, par exemple la lecture ou je sais pas la musique, Oui, bah, en fait pour que ça te nourrisse, pour t'ouvrir en fait au maximum et après bah, avoir des choses à raconter sur scène ou pas? bah oui, en fait, j'avais fait la géographie du danger en 2010, une pièce sur un sans-papier. On était en plein dans l'actualité des sans-papiers. Et j'étais tombé sur un bouquin qui s'appelait La géographie du danger, tout simplement. Et donc, je l'ai remonté, je l'ai mis en scène, quoi. J'ai découpé le texte, ce que j'avais jamais fait. Quelqu'un m'a aidé à couper le texte. Donc ça, c'est plutôt les gens du théâtre qui savent découper un texte. Quand tu C'était prends un bouquin. Michel Schweizer, c'est ça, avec qui tu as bossé? Non, là-dessus, c'était un metteur en scène qui s'appelle Keredin Larjan. Il m'a aidé à découper le texte. Et sur ce solo-là, je me suis plus ou moins débrouillé. Je me suis enfermé. Je suis parti au Canada. Il m'avait accueilli là-bas. J'avais pas de technicien. Donc, j'ai inventé des tableaux avec des petites lumières, des lampes que j'ai dans les mains. Et c'était un projet où j'étais, moi, hyper fatigué en me disant, je sais plus ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire. Je vais pas y arriver. J'étais persuadé de ne pas réussir à faire cette pièce. Partir d'un roman, c'était pour moi ce que faisaient les metteurs en scène. Ouais. Mais c'était pas mon métier, quoi. Et bien, dans cette difficulté-là, ça m'a fait trouver des idées. Et en fait, le fait de découper le texte, de pouvoir le dire, parce que des gens sont venus voir les sorties de résidence en me disant, Hamid, tu sais pas faire du théâtre. Toi, quand tu racontes ta vie, tu racontes des anecdotes de vie, là, c'est juste. Mais quand tu joues le rôle d'un personnage, on voit que tu viens pas du théâtre. Enregistre la voix par quelqu'un d'autre, voilà. Et moi, un peu têtu, j'ai dit non, non, on va, on va trouver d'autres solutions, quoi. Donc j'ai mélangé la voix en direct avec des voix enregistrées, j'ai changé un peu ma manière de dire le texte. Et ouais, ça a marché, c'est une des pièces que je tourne encore, 10 ans après, quoi. Donc c'est rare quand même dans le répertoire d'avoir une pièce qui tourne Bah pendant ouais, 10 10 ans, ans. quoi. Mais ouais, non, au quotidien, moi, je m'inspire de tout. Je suis à l'affût, je suis comme une éponge. Les créateurs, ils sont comme ça, comme une éponge. Et j'écoute tous les styles de musique. Bon, c'est vrai que là, je me fais envahir, comme tout le monde, par les réseaux sociaux. Mais dans ma voiture, j'aime bien conduire, tu vois. J'ai besoin d'avoir des temps, comme où tu fais rien et tu penses. Comme faire la vaisselle, par exemple, éplucher des pommes de terre, conduire. Tu sais, c'est des moments qui te permettent de mettre ton cerveau en réflexion, tu vois, d'être pensif et d'avoir une idée, quoi. Et quand tu as une idée, avec un titre, un mot, une couleur, tu peux faire une pièce. Dès que tu as la bonne idée, dès que tu penses que c'est la bonne, il ne faut pas la lâcher. Il faut l'écrire, il faut gratter du papier. Ça fonctionne comme ça, quoi. Si tu n'as pas de temps à toi pour réfléchir, tu peux pas être créatif. Si tu es pris par d'autres choses, tu n'arriveras pas à être efficace dans ton projet à 100%. Donc il faut dédier des temps où tu vas pousser comment dire, où tu vas être beaucoup plus créatif, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, se créer des espaces de silence assez grands pour que les idées naissent un peu toutes Pour ça, seules, hein. quoi. Voilà, la résidence, ça sert à ça, ouais. Ça sert à ça. Tu peux Euh, prendre résidence tout seul, hein, pendant une semaine, il n'y a personne, t'as pas de projet, t'as rien, t'es enfermé, t'as des feuilles blanches, et débrouille-toi, quoi. c'est quand même fou. On a une chance d'avoir ce métier qui est un métier où quelque part on nous donne du temps et les moyens pour quelque part s'ennuyer assez pour avoir les temps d'ennui nécessaires pour que naissent les bonnes idées, quoi. Je trouve que c'est vraiment un métier unique pour ça, quoi, Mm. d'avoir ces temps de silence. Et dans dans les créations, je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, mais souvent dans les spectacles, j'ai l'impression que dans le rythme dramaturgique d'un spectacle, il y a des temps forts, il y a des temps forts, que ce soit en émotion ou en image ou dans ce que ça procure. Il y a des temps forts dans les films aussi, il y a des temps forts.
Et je me demande souvent ces temps-là, est-ce que les créateurs, quand ils ont démarré le projet, ils savaient que le temps fort de leur film dont tout le monde allait se souvenir, ça allait être celui-là? Ou est-ce que c'est plutôt des choses qui arrivent au cours du processus, sans que tu t'y sois attendu? Et si peut-être tu avais une anecdote d'un moment où tu étais en création et il y a un temps fort, un tableau d'un spectacle qui s'est créé sans que tu t'y attendes et qui a surpris un peu toute Ouais. l'équipe. Ben là, c'est pas évident, mais bien souvent, on se dit que dans un spectacle, il y a 80% du spectacle qu'on oublie. Qu'il faut toujours démarrer un spectacle avec, en tout cas, une image de début, une image de fin qui soit développée. Donc on pense à ça quand on crée, comment on imagine le début et comment on imagine la fin. Et des fois, c'est la musique que tu as, la musique qui est tellement prenante, qui te touche, qui te broie, qui est hyper festif, hyper chaleureuse, que tu te dis, ah, c'est ça c'est la fin, ou ça c'est le début. Des fois, la musique, elle influe sur les tableaux que je vais faire. Ça, j'en suis persuadé, je les mets de côté, je dis, waouh, ça a de la valeur, ça résonne. Euh, après, savoir. Des fois, tu as une idée, tu l'essayes sur scène, elle est pas bien. Et des fois, il y a des choses que tu sais pas comment, tu te dis, mais ça va pas le faire, et en fin de compte, ça marche très très bien, quoi. Même des musiques que tu écoutes, tu les écoutes au début quand tu bosses avec un créateur, il te donne des musiques, tu te dis, mais ça va pas le faire. Et en fin de compte, une fois que tu l'as mis en scène, tu as écrit quelque chose avec les danseurs, ça fonctionne à la perfection, tu te dis, waouh, c'est magique. Euh, donc je sais pas, il y a des accidents. Mais là, te dire aujourd'hui une anecdote d'un truc, je sais pas quoi, moi par exemple, je sais pas. euh, Si ça vient non. pas, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est plutôt des concepts, tu vois, dans lesquels on avait mis un filet qu'on faisait tomber à la fin du spectacle. Tu vois, il y avait ça créé une barrière entre le public et les danseurs, quoi. Il y avait un grand filet qui coupait entre la scène et le spectateur. Et nous, on avait fait le pari de faire toute la pièce derrière, de venir au filet et à la fin de le faire tomber, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, ça met une grande respiration, ça a un impact énorme. Et on n'avait pas essayé ça en public, on savait pas que ça allait marcher. Mais moi, je savais que ça allait fonctionner. Je me disais, ça va le faire, il faut qu'on ait confiance. Et ça a marché très fort, quoi. Donc des fois, tu as une idée, il faut y croire, quoi. Il faut te dire, ça Mm. va le faire, et t'en persuader, et travailler autour pour que ça le fasse, quoi. Quand c'est collé avec un cut de musique et que c'est bien fait, ouais, par exemple. Enfin, Ok. Dans le hip-hop, il y a une réelle censure du plagiat. Chacun doit créer son vocabulaire et la critique de celui qui copie, elle est quand même assez forte. ouais. T'en penses quoi de tout ça? Ben, on a toujours été inspiré par des personnes avant nous. Euh, Après, il faut savoir, comment dire, euh, il faut savoir le reconnaître pour pas se tomber dans un piège et s'inspirer de créateurs ou s'inspirer en tout cas de la même gestuelle qu'un autre danseur. Euh, voilà, il faut faire attention, il faut développer quelque chose à partir de ça et s'en éloigner, quoi. Tu sais, moi, dans ma danse, j'ai une danse qui est un peu comme Karim Barouche, un toucher fluide et tout. J'ai même des fois des mouvements qui se ressemblent parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de comme ça, de ping-pong, de sauts un peu félins. Et donc, ça te demande de transformer ta danse, de faire évoluer, de savoir qu'elle ressemble inconsciemment. Et donc, il faut que tu fasses un travail pour pas que tu te retrouves à... Parce que tu dois respecter l'artiste qui est en face de toi dans ce qu'il a fait. Et là, j'ai vu qu'en ce moment, il y a eu voilà, une polémique avec un créateur qui avait repris des séquences telles quelles quoi, de d'autres spectacles, hein. Euh, c'est Yoann Bourgeois notamment. Voilà. Et donc ça, je pense que on ne doit pas faire ça, quoi. C'est du vol. Il y a une différence entre être inspiré et faire du copier-coller, quoi. Et nous, Mm. depuis toujours, dans la culture hip-hop, il y a toujours eu, tu vois quelqu'un venir faire ton passage de A à Z devant tous tes yeux, ça le fait pas, quoi. Par contre, s'il a détourné une figure que tu faisais dans un autre style, dans une autre énergie, dans autre chose, tu peux lui dire, ouais, c'est bien. C'est bien. Si tu as réussi à la transformer, ça veut dire que quelque part, moi, je t'ai inspiré. Et ça, on peut être fier parce que on dit, un pas qui n'est pas transmis est un pas qui meurt. Si moi, j'ai réussi à inventer quelque chose, mais je serais content qu'il soit repris, modifié et qu'il fasse évoluer la danse. Et pas être dans une position de me dire t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. Mm. Non. Sauf si vraiment on t'a copié. Si on t'a copié, là ouais. Ça arrive, hein.
Ça arrive, et puis je me dis, les gens qui copient, peut-être que par la suite, on l'a tous fait, quoi, d'une manière inconsciente. Euh, Par la suite, tu dois le reconnaître pour pouvoir changer et pas rester là-dessus et pas le donner à voir, quoi. Tu peux pas te retrouver à prendre la musique d'un spectacle de quelqu'un, la danse de quelqu'un, les costumes de quelqu'un, son image. Des fois, on fait des petites séquences où on se filme, on prend la musique existante. Il y a des créateurs derrière, tu vois, on se dit, c'est pas grave. Mais si on en a les moyens et de faire une vraie musique, il faudra qu'à ce moment-là, on le mette en place, quoi. Faut reconnaître que les créateurs, c'est leur œuvre, quoi. Après, c'est pour ça, hein, moi, quand je crée un spectacle, je crée pas tout de A à Z. J'ai pas les moyens. Donc, je fais avec ce que j'ai. Si je peux créer la musique, les costumes, la scéno, avoir les danseurs tout le temps, tant mieux. Si j'ai pas, des fois, je prends des musiques existantes, je fais avec, quoi. Mais bon, on m'en voudra pas. C'est dans un processus où j'essaie de mettre le propos en avant, quoi. Mais en tout Bien cas, sûr. je ne me permettrai pas de reprendre un tableau de quelqu'un, quoi. Ça se fait pas, ça. Hmm. Et toi, c'est qui tes grandes inspirations? Mes grandes inspirations, Ouais. c'est-à-dire mes grandes inspirations en tant que danseur, en tant que chorégraphe, Les deux? en tant Je sais pas. qu'artiste. Moi, si Si je te tu veux parle prendre les d'un trois. artiste, je peux te parler de Charlie Chaplin, par exemple. C'est quelqu'un qui m'a touché, mais je peux te parler des figures comme, je sais pas moi, Bob Marley, Nelson Mandela, Mohamed Ali, James Brown. C'est des gens qui me touchent, tu vois, dans ce qu'ils sont devenus, quoi. Inspiration Hein. dans la danse et en tant que chorégraphe. Ouais. En tant que chorégraphe, en fait, c'est pas évident, mais j'ai beaucoup regardé, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Sidi Darbi Sharkawi, j'aime beaucoup Van de Kebus, j'aime beaucoup, euh, je sais pas moi, le travail de Bruno Beltrao, un Brésilien, un chorégraphe brésilien. Je- J'ai été aussi inspiré par des metteurs en scène comme euh, Robert Lepage, Romeo Castellucci, mais bon, après, Yann Fabre, c'est des gens qui osent, qui vont très loin, quoi, dans leurs pièces. Mais j'aime bien aussi Pepping Tom. J'aime bien les gens qui ont un décalage sur scène, quoi, qui t'emmènent ailleurs, là où tu t'y attends pas. Euh, Après, en tant que danseur, en tant que b-boy, j'ai beaucoup apprécié les figures françaises, quoi, que ce soit Salah, des Vagabonds. J'ai beaucoup aimé Karim Barouche, soit Storm, que ce soit. Donc il y a eu des danseurs qui. Mauricio, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé dans son toucher, dans sa manière de danser, d'emmener son break, dans son énergie, dans sa folie. Ken Swift, voilà. Euh, mais je pense qu'on a à peu près, si on est dans la même génération, les mêmes influences, quoi. Après, aujourd'hui, ça s'est tellement renouvelé qu'il y a toujours. Quand je regarde la danse, il y a un tel niveau et tellement de personnes qui me font kiffer que c'est difficile de dire j'aime cette personne ou cette personne ou cette personne, quoi. Hmm. Leurs influences, quoi. Mais après, je m'empêche pas de regarder des films. Je regarde énormément de films. Je suis touché par les films. J'aime bien les films coréens. J'aime bien les films suédois. J'aime bien les histoires où tu sais pas où ça t'emmène. Hmm. J'adore ça, ouais. Ok. On va approcher de la fin de l'interview. Juste avant toi, la dernière personne avec qui on a eu l'occasion de discuter, c'était Arthur. C'est un b-boy de Aix-en-Provence, du Sud. Et du coup, on lui a dit qu'on allait t'interviewer et il avait le droit de te poser une question à travers nous. Et la question qui se posait lui avec son association, ils sont vachement investis dans la transmission de ce dont on parlait, l'héritage du hip-hop, de qu'est-ce que c'est que l'essence du hip-hop et le maintenir par le biais de jam et ainsi de suite, et le croisement des différentes disciplines, que ce soit le graphe, etc. Donc lui, il est plutôt dans l'aspect underground du hip-hop, et il se posait la question pour toi en tant que chorégraphe, euh, comment est-ce que sur scène tu arrives à représenter l'essence de ce que c'est que le hip-hop une fois que ça passe sur scène? C'est pas évident, hein. C'est toujours une question qui est là. Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner des racines? Au tout début, on nous disait qu'on ne tolérait pas le métissage. On mélangeait la danse hip-hop avec d'autres techniques, avec du jazz et tout ça. Et c'était pas toléré, on était critiqué là-dessus. Quand tu mélangeais dans une pièce un capoeiriste avec un danseur contemporain et que tu mettais un hip-hop ou un circassien, c'était mal vu, quoi.
C'est pas évident, quoi. Après, moi, j'essaye d'être authentique dans mon quotidien, dans ma danse, mais sur la scène, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des danseurs hip-hop quand même. J'ai l'impression quand même de défendre cette culture. J'ai envie de la mener, qu'elle soit reconnue. Mais je sais pas, c'est pas évident hein, quand même hein, comme question de se dire comment on défend cet art sur scène en restant vrai, quoi. Mais des fois, je pense qu'on est obligé de prendre des risques et d'être dénaturé, quitte à se tromper. Parce que si on veut trop rester pur et dur, on s'enferme aussi, hein. Ouais. Faut pas avoir peur de faire des petits essais de la danse hip-hop sur la musique, je sais pas moi, gnawa, la musique indienne ou toute autre chose, ou même essayer d'autres choses, quoi. Il faut créer des Ouais. concepts, il faut se perdre, tout en se respectant quand même. Mais c'est le but propre, en tout cas, du metteur en scène, du chorégraphe, d'essayer des choses qu'on a rarement vues, quoi. Pour nous mettre au travail. Le but premier, c'est de nous faire réfléchir. Bien sûr. Pas qu'ils nous apprennent ou qu'ils nous fassent la morale, mais qu'ils nous interpellent. Ouais, Donc, je crois que je te rejoins pas mal sur le fait d'accepter de se perdre et de se dénaturer parfois. ben ouais. La personne qu'on va interviewer après, c'est marrant parce que c'est aussi quelqu'un qui est de Bordeaux. C'est Ouais. DJ Help, Benoît. Peut-être que tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr, DJ. Ok. Ouais. Je te propose un truc, un petit Ouais. exercice. Est-ce que tu penses que tu peux nous le décrire en 3 mots? En 3 mots, Ouais. euh, c'est difficile hein, en 3 mots. Déjà, c'est un non, c'est un artiste, c'est un DJ, c'est un danseur, c'est un perfectionniste. Ok. Cool. Et du coup, si toi, tu voudrais lui proposer une réflexion ou de réfléchir autour d'un thème qu'on abordera nous avec lui prochainement, qu'est-ce que tu aimerais lui soumettre comme question? Ben, j'aimerais. Ouais, c'est pas évident, hein. J'aimerais déjà lui poser la question pourquoi il a arrêté la danse. Il a mis la danse en avant, quoi. C'est un danseur, hein, à la base. Ok, j'ignorais. Ouais, si, il a commencé, il dansait, quoi. Donc j'aimerais bien lui poser la question pourquoi. Bon, après, j'imagine qu'il aime la musique, il aime mixer, c'est ça qui le fait kiffer. La question, elle est pas terrible. Euh, non, mais je sais pas, peut-être comment lui est venue sa passion pour le son. D'accord. Ouais. Bah, on lui posera les deux, comme ça tu sauras. C'est cool. Trop cool. Merci, Ami, pour ce moment. Ouais, C'était avec top. grand plaisir, hein. Merci beaucoup, hein. C'est assez Merci à rare, donc toi. c'est cool, hein. Ouais, et ben, on te souhaite une bonne chance dans tous tes projets. Et Pareillement, puis au plaisir de se recroiser dans un cercle à Bordeaux, quelque part. ça marche. À très bientôt, ouais. Merci. Ciao, bonne Au journée. revoir.